tous pour ce nouveau dossier Dynamica consacré cette semaine au diabète. Et cette semaine, on a le plaisir de retrouver pour cette thématique un auteur que vous avez déjà eu le plaisir de découvrir précédemment lors d'un dossier sur Dynamica, Alice Desnoyers. Salut Alice! Salut Mathilde, tu vas bien? Je vais très bien, je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle thématique qui te tient à cœur. Tu vas avoir toute l'occasion de nous partager toute ton expérience, tout ton savoir sur cette thématique-là. Donc, je suis très heureuse de te retrouver. Moi aussi, je suis ravie Mathilde, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Donc, cette semaine, tu vas nous parler, donc tu es venu nous parler des maladies auto-immunes. Oui. Je vous encourage d'ailleurs, si vous avez manqué ce dossier ou si vous êtes nouveau sur la plateforme, à aller regarder. Alice nous avait proposé un formidable dossier sur les maladies auto-immunes. Quelles sont-elles? Comment les traiter? Quels axes prendre? Quel prisme aborder pour... Alors, tu nous avais expliqué qu'il est difficile de les éradiquer totalement, mais en tout cas, on peut vraiment totalement agir dessus pour faire disparaître les symptômes. Le dossier est absolument formidable. Elle nous donnait des clés très pratiques, très concrètes, avec un bonus magnifique. Donc voilà, si vous avez manqué ce dossier, je vous encourage vivement à aller le regarder. Il était absolument formidable. Et merci encore Alice pour ce magnifique dossier que tu nous avais proposé. Merci à toi. Donc, si vous l'aviez manqué, je vous rappelle que Alice, tu es diététicienne, nutritionniste et tu es spécialisée en psychoneuroimmunologie. Tu es également coach dans l'accompagnement, on en parlait à l'instant, des personnes atteintes de maladies auto-immunes. Et alors, voilà, on en parlait dans le dossier précédemment, les maladies auto-immunes au sens extrêmement large. Donc, toi, tu t'es guérie d'une hypothyroïdie d'Hashimoto. Pas guéri complètement, voilà. Mathilde, parce que c'est des maladies chroniques, donc on peut pas trop dire guéri. Ouais. J'ai toujours des auto-anticorps, mais oui, j'ai voilà. Une hypothyroïdie, une thyroïdite de Hashimoto. J'ai réduit mes symptômes à hauteur de 95-98%, avec des actions d'alimentation et d'hygiène de vie, que j'explique dans la précédente vidéo. Ouais. Alimentation anti-inflammatoire, hygiène de vie anti-inflammatoire, relations sociales, relations avec la nature, activité physique, etc., etc. Routine de sommeil, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Ouais. Non, mais c'est bien que tu le redises parce que c'est vraiment, on se rend compte que toutes ces pathologies, il faut vraiment les traiter avec un point de vue holistique. Il n'y a pas qu'un axe qui fait effet, c'est vraiment la conjonction de plusieurs piliers de santé et tous sont complémentaires. C'est ce que tu nous partageais précisément, mais en tout cas, voilà, tu as réduit, comme tu le disais, énormément les symptômes. Voilà. Donc, voilà. Encore une fois, vraiment aller regarder le dossier qui était absolument formidable. Et donc voilà, donc tu accompagnes ces personnes-là, donc en présentiel dans une clinique en Andorre. Donc si vous avez l'occasion d'aller, je vous y encourage. Mais tu proposes également des rendez-vous en ligne et où tu proposes des rendez-vous individualisés et je te sais très à l'écoute des patients que tu suis. Tu as vraiment une approche où tu rentres vraiment dans le quotidien des personnes pour leur apporter des solutions et des réponses qui collent vraiment à leur quotidien, en fait, pour pas leur proposer des solutions qui sont inadaptées à leur vie. Donc voilà, je te sais en tout cas très attentive à cela. Donc si vous êtes concerné par alors maladie auto-immune, diabète, on va en parler aussi aujourd'hui. Voilà, ou des proches, je vous encourage à aller vous rapprocher d'Alice. Vous avez de toute façon dans le dossier les coordonnées de son site ou de sa page Instagram. Tu es très active sur Instagram d'ailleurs pour ceux qui sont sur Instagram parmi vous. Voilà, elle fait de très beaux partages. Un petit peu en espagnol. Oui, un peu beaucoup en espagnol. C'est vrai que ma communauté, elle est plutôt hispanophone. Mais si les dynamiqueurs me contactent, je réponds en français à tout le monde, ou soit en français, en catalan, en espagnol ou en anglais. C'est multilinguistique. Mais je répondrai avec beaucoup d'attention, en tout cas. Mais en tout cas, les partages sont magnifiques sur Instagram et voilà, tu es très généreuse en information et en conseils. Donc voilà, vous retrouverez toutes ces informations sur la page Dynamica et sur la page d'auteur d'Alice. Donc aujourd'hui, nous allons parler de diabète. Alors, pour parler de diabète, on peut parler de sucre. Et en fait, le sucre, c'est vraiment un fléau
national, même mondial. Le sucre, il se cache partout. Alors, il se cache dans les produits transformés, mais il peut se cacher parfois dans des produits qui peuvent paraître inoffensifs. On pense aux céréales, par exemple, mais c'est la quantité qui fait le poison, hein, Paracelse le disait. Et donc, l'une des pathologies les plus impactées, en fait, par le sucre, on parle du diabète. Le diabète est voilà, l'une des pathologies directement liées au sucre. Le diabète, très souvent, trop souvent, sous-diagnostiqué. On s'en rend compte quand les symptômes sont là, sont présents et voilà, et quand vraiment il n'y a plus de doute sur la pathologie. Alors que voilà, il y a des méthodes pour pouvoir s'en rendre compte. Et alors, j'ai dit le diabète, et c'est tout le sujet qu'on va nous partager aujourd'hui. Tu vas nous expliquer que il y a plus d'un diabète. Alors, il n'y en a pas deux, hein, les deux qu'on peut connaître un petit peu. Il y en a encore au-delà. C'est ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui. Mais déjà, est-ce que tu es d'accord avec l'idée que le diabète est sous-diagnostiqué par rapport à ton expérience que tu vois? Le diabète est clairement sous-diagnostiqué. Il y a presque la moitié des personnes atteintes de diabète qui ne savent pas qu'ils sont atteints de diabète. Et en plus, le diabète ne montre pas vraiment de symptômes. Sauf le diabète de type 1, mais on va en reparler le long du dossier. Le diabète de type 2, il est presque asymptomatique et le problème, c'est que quand on a des complications, ça peut être trop tard parce qu'on peut avoir une maladie cardiovasculaire, on peut avoir des problèmes de vascularisation au niveau de plusieurs organes, on peut avoir des amputations, on peut avoir des problèmes de vue, on peut devenir aveugle à cause du diabète. Mais bon, on va pas commencer par les mauvaises nouvelles. On va déjà faire une petite vue d'ensemble sur les diabètes parce qu'on a décidé d'intituler ce dossier au pluriel les diabètes parce que, comme tu l'as dit, il y a plusieurs types de diabète. Les plus connus sont le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Mais en général, on peut dire que le diabète en général, qui comprend tous ces diabètes différents, est une véritable épidémie, surtout dans le monde occidental, et il devient de plus en plus présent aussi dans les pays en développement. Et les organismes officiels de surveillance du diabète, d'épidémiologie du diabète, indiquent que en ce moment, dans les dernières années, il y avait plus de 400 millions de personnes atteintes de diabète et les prévisions d'ici 2040 ou 2045 sont vraiment très, très effrayantes parce qu'on prévoit jusqu'à 640 millions de personnes atteintes de diabète dans le monde. Et les complications du diabète sont les réelles causes de mortalité du diabète parce qu'on ne peut pas dire vraiment qu'on meurt du diabète, mais on meurt de complications du diabète qui sont surtout des complications microvasculaires et macrovasculaires puisque les complications atteignent surtout les nerfs et les vaisseaux sanguins. On peut avoir des rétinopathies, qui sont des problèmes de rétine, des problèmes de vue. Donc, les rétinopathies diabétiques sont un large pourcentage de causes de cécité. Ensuite, on a la néphropathie diabétique, c'est l'insuffisance rénale. Ensuite, on a des neuropathies diabétiques. Ça, c'est toutes les complications microvasculaires. Les neuropathies, c'est par exemple le manque de sensibilité dans les extrémités qui peut causer des amputations des pieds, par exemple, ça arrive souvent parce qu'on perd petit à petit la sensibilité dans les extrémités du corps à cause de cet endommagement, si tu veux, des vaisseaux sanguins et des nerfs. Et les complications macrovasculaires, c'est surtout la maladie cardiovasculaire et l'AVC, donc au niveau du cerveau. Donc, c'est des maladies quand même qui ont une mortalité assez élevée et qui sont dérivées en partie d'un diabète non traité ou maltraité ou devenu chronique au fil des ans. Donc, une maladie qui ne donne pas vraiment de symptômes au quotidien, mais le jour où on a des symptômes, on le sent passer, quoi, pour dire quelque chose. Alors, on a le diabète de type 2 qui est le plus connu, qui représente 90% des cas.
et le diabète de type 1 qui représente à peu près entre 5 et 10% des cas. C'est toujours difficile de préciser au niveau des chiffres, au niveau de l'épidémiologie internationale, c'est toujours compliqué de chiffrer, mais c'est à peu près cette proportion-là. Donc le diabète a été en 2019 la 9e cause de mortalité dans le monde pour n'importe quelle cause, donc c'est quand même assez élevé. Et alors, en prévention, parce que j'aime toujours contraster les mauvaises nouvelles avec des bonnes nouvelles, c'est des maladies, surtout le diabète de type 2, qui sont évitables. Le diabète de type 2, c'est une maladie dite de civilisation. On en reparlera plus en détail. Le diabète de type 1, c'est différent parce que c'est une maladie auto-immune où on est obligé de s'administrer de l'insuline au quotidien et où on a un processus d'auto-immunité. On a parlé de maladies auto-immunes dans le précédent dossier, donc si ça vous intéresse de revenir sur les causes et les mécanismes des processus auto-immunitaires, vous revenez sur la vidéo précédente. Donc le diabète de type 1 est une maladie auto-immune avec l'inflammation, l'hyperperméabilité intestinale et tout ce dont on a parlé dans la dernière vidéo. Mais en général, le diabète est dû à un excès de glucose, donc de sucre dans le sang. C'est un petit peu la base de tous les types de diabète. Donc, si on peut jouer sur la réduction de la consommation de sucre dans l'alimentation et la régulation des taux de glucose dans le sang, donc la glycémie, on peut largement prévenir ou freiner les cas de diabète. C'est hyper intéressant. Et j'allais dire un autre point, Mathilde, les maladies, les complications provoquées par le diabète pèsent un poids très lourd sur la santé des patients en général et sur le système sanitaire. Au niveau financier aussi, j'écoutais un podcast encore ce matin qui indiquait que les diabétiques de type 1, certaines personnes, à cause du prix de l'insuline injectable qui est devenu tellement élevé, les gens vendent leur logement, les gens s'endettent pour pouvoir se payer leur dose d'insuline, alors que avec certaines actions, comme on verra dans le prochain dossier, sur l'alimentation anti-inflammatoire, voire avec un contenu faible en glucides, peut largement aider les diabétiques de type 1 à réduire leur quantité d'administration d'insuline. On en parlera dans le prochain dossier, mais c'est des maladies qui peuvent être largement freinées en général. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce qu'on voit tout ce que ça peut entraîner, mais il y a une réelle action qui peut être faite dessus. Il faut vraiment se sortir de la tête que c'est coulé dans le marbre et que on ne peut plus rien faire dessus. Et voilà, donc, je vous conseille d'écouter ce dossier parce que Alice va nous dévoiler plein de clés et plein de leviers. Est-ce que tu pourrais nous donner la définition du diabète, ce qu'il est? D'accord. Alors, en général, le diabète a plusieurs définitions et je vais vous en faire partager quelques-unes. Au départ, l'appellation originelle vient d'un mot grec, diabète, qui voulait dire traverser. Parce que à l'époque, évidemment, on n'avait pas tous les moyens techniques de diagnostic et de traitement comme on a maintenant. Les médecins observaient que les diabétiques buvaient énormément d'eau et urinaient énormément. Donc, ils étaient traversés par des énormes quantités d'eau. Et c'est pour ça que le mot diabète, à l'origine, voulait dire traverser. On voyait que les patients étaient traversés par d'énormes quantités d'eau. Et plus ils buvaient, plus ils avaient soif. Et c'est là où on a diagnostiqué, en fait, le diabète. Il y a une autre définition, une autre origine étymologique. Moi, en étant traductrice, j'aime bien toujours connaître les mots et utiliser les mots spécifiques qui vont bien pour définir chaque concept. On parle aussi de diabète mellitus de type 1, diabète mellitus de type 2. Mellitus, ça veut dire miel aussi en grec. Et parce que à l'époque aussi, à l'époque d'Hippocrate, les spécialistes, les médecins, ils diagnostiquaient le diabète en goûtant l'urine des patients qui était sucrée. Et c'est pour ça que le mot diabète mellitus, diabète sucré, vient
du goût sucré de l'urine des patients. C'est comme ça qu'ils déterminaient que le patient avait trop d'urine dans le sang. Donc, le diabète en général, le sucre. Voilà, est très lié au sucre. Soit le sucre qu'on ingère dans l'alimentation, soit une production trop élevée de glucose par le foie. On en parlera plus tard en détail aussi. Mais en général, le diabète est un syndrome. C'est pas une maladie, c'est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de maladies chroniques. On en a parlé aussi, on en reparlera. On peut renverser certains types de diabète, notamment le diabète de type 2. Il y a de plus en plus de cas, et c'est de plus en plus démontré par la science, et je vous montrerai quelques articles scientifiques récemment qui ont montré comment justement on peut renverser le diabète de type 2 parce que c'est possible. En général, le diabète, on peut définir comme une intolérance au glucose, donc une intolérance au sucre. Et cette intolérance au glucose fait que le pancréas qui est une petite glande qui a à la fois un rôle, une fonction endocrine et exocrine, c'est encore des mots un petit peu compliqués. La fonction exocrine du pancréas, c'est de verser des sucs digestifs et des enzymes digestifs dans le duodénum, donc une des premières parties du tube digestif, pour aider à la digestion des aliments. Et la partie endocrine du pancréas, c'est pour produire des hormones, et notamment les principales, l'insuline et le glucagon. Et d'autres aussi, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Ce sont les principales. Ouais. Alors, dans les maladies du diabète, ce pancréas ne sécrète pas, je ne sais pas si on dit secrète ou sécrète. Sécrète, ne sécrète pas assez d'insuline ou ne sécrète pas du tout d'insuline, comme c'est le cas du diabète de type 1. Dans le diabète de type 1, on n'a plus du tout d'insuline, c'est pour ça qu'on est obligé de s'injecter de l'insuline de façon exogène, extérieure, parce qu'on n'a plus du tout d'insuline. Donc l'insuline est créée donc dans le pancréas par des petits groupes de cellules qui s'appellent les îlots de Langerhans. Et cette insuline, elle permet de réguler la concentration de glucose dans le sang, donc la glycémie. Et quand on a une hyperglycémie qui est soit due à la consommation excessive de glucose dans l'alimentation, soit une production excessive de glucose par le foie, on a une hyperglycémie. Et plus on a une hyperglycémie, plus on doit produire de l'insuline pour compenser cette hyperglycémie. Parce que l'insuline, fondamentalement, elle sert via des récepteurs qui sont placés sur chaque cellule. L'insuline sert à faire rentrer le glucose dans les cellules pour apporter de l'énergie à tout l'organisme, en fait, aux muscles, au foie surtout, et au cerveau, et en général à tout l'organisme. Donc, elle enlève le sucre du sang. Elle enlève le sucre du sang parce qu'on n'aime pas avoir du sucre qui se balade dans le sang, parce que c'est ça qui est inflammatoire, justement. C'est ça qui bloque les vaisseaux sanguins, les artères et tout ça. Donc, on veut pas du tout, on veut avoir un taux de sucre dans le sang, un taux de glycémie qui est régulé et qui est stable. Et on veut pas des pics d'hyper et d'hypoglycémie sous peine d'avoir des complications graves, soit aiguës, soit chroniques, du diabète, comme on en a parlé avant. Donc, la destruction des cellules bêta du pancréas, une fois que les cellules sont détruites, elles ne repoussent plus. Donc, elles sont plus régénérées. Donc, une fois qu'on a perdu toutes les cellules du pancréas, comme c'est le cas du diabète de type 1, on est obligé d'utiliser de l'insuline exogène. Donc, il vaut mieux préserver notre petite cellule bêta du pancréas et éviter ces pics d'hyper et d'hypoglycémie pour maintenir un fonctionnement normal de tout ce système endocrinien, de l'insuline et du glucose et du glucagon. Oui, avoir une glycémie la plus stable possible. Alors, tu nous as mentionné à plusieurs reprises le diabète de type 1, diabète de type 2. Est-ce que tu peux nous définir les différents types de diabète?
Alors, on a découvert qu'il y avait pas il y avait pas que deux types de diabète. C'est pour ça que ça m'a intéressé d'intituler ce dossier les diabètes, parce qu'en fait, on connaît le diabète de type 1, comme je vous ai dit, qui est un diabète d'origine auto-immune. C'est un processus auto-immunitaire où les cellules bêta du pancréas sont attaquées, donc on n'a plus de fabrication d'insuline. Donc, on est obligé de prendre de l'insuline exogène. C'est à peu près entre 5 et 10% des cas de diabète. On appelle ça les diabétiques insulinodépendants, puisqu'ils sont dépendants de l'insuline. Et le déclenchement de ce diabète de type 1 apparaît la plupart du temps dans l'enfance. On va donner plus de détails du diabète de type 1 un petit peu plus tard. Là, je fais juste 2-3 mots sur chaque type de diabète. Différent. Ouais, ça sera plus facile de comprendre après quand on aura déjà en tête la différence entre chacun. C'est bien. Voilà. Ensuite, on a le diabète de type 2 dont je viens de parler, qui est un ensemble de syndromes. On appelle ça souvent le syndrome métabolique, qui inclut souvent un surpoids, donc une hyperglycémie, une tension artérielle élevée, donc de l'hypertension, résistance à l'insuline. On va en parler plus en détail plus tard. Donc, ce diabète de type 2, il constitue environ 90% des personnes diagnostiquées diabétiques. Et comme on a dit avant, il y a tout un tas de personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Et puis, il y a le prédiabète aussi, qui est la porte d'entrée au diabète. Et souvent, on est prédiabétique et on ne le sait pas. Et même notre médecin, souvent, il ne sait pas, parce que c'est vrai que les marges sont assez larges en général dans les laboratoires. Et ça, c'est un problème aussi entre les niveaux standards et les niveaux optimaux. De fourchette, en fait, de rang. Mais bon, ça, c'est un autre sujet et ça marche pour la thyroïde aussi et pour le cholestérol et pour plein de paramètres biologiques. Qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut avoir des niveaux optimaux, des taux optimaux de toutes ces petites hormones, ou alors on veut avoir des taux normaux, mais sur la base de résultats de personnes malades qui créent le gros de la base des résultats de laboratoire. Enfin, ce sera peut-être l'objet d'un autre dossier. Non, mais c'est intéressant parce que les résultats, les normes laboratoires ne sont pas forcément toujours les normes labo, les normes santé. Ouais, exact. Et voilà, mais c'est intéressant. On va reparler un petit peu tout à l'heure sur ce que tu conseilles de regarder, de tester pour essayer de détecter. Vas-y, je te laisse continuer. Alors, un troisième type de diabète, qui n'est pas le diabète de type 3 dont on va parler un peu plus tard, il y a le diabète gestationnel qui est souvent ponctuel et qui est détecté souvent lors du 2e ou 3e mois de grossesse, qui est mesuré avec un test de provocation de tolérance au glucose. On doit boire un énorme verre de sirop hyper sucré et qui est pas bon du tout. Moi, j'ai passé ça pendant ma grossesse et je recommande ça à personne, franchement. Et je pense que, enfin, je sais pas si on continue toujours à utiliser cette méthode, mais c'est horrible parce que ça te donne un shoot de sucre, c'est horrible. Enfin bon, c'est la façon de déterminer si on a un diabète gestationnel. On étudie les résultats au bout de 2 heures, ensuite de 3 heures. Et ce diabète gestationnel peut provoquer des complications lors de l'accouchement, lors de la grossesse et de l'accouchement. Mais en général, ça se résorbe après l'accouchement, mais il faut toujours réaliser un suivi médical. Ensuite, on a plusieurs autres types de diabète qui sont plus d'origine génétique ou de dysfonctionnement du pancréas par certaines maladies, des dysfonctions des cellules pancréatiques ou par des infections, etc. Il y a d'autres types de diabète qui sont un petit peu moins connus. Alors, j'ai découvert qu'il y avait un diabète de type 1,5 qui s'appelle le LADA. En anglais, ça veut dire Latent Autoimmune Diabetes in Adults. Ça veut dire un diabète auto-immune latent chez des adultes. Parce que comme on a dit avant, le diabète de type 1, il est détecté la plupart du temps chez des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes. Mais là, ce diabète latent, auto-immune, il arrive plutôt à l'âge adulte à partir de 30 ans. Et c'est un diabète qui n'est pas insulinodépendant,
dans l'immédiat. Les personnes peuvent continuer à produire un petit peu d'insuline pendant quelques mois, mais après, ils deviennent vraiment diabétiques de type 1 et donc insulinodépendants. Donc, c'est un petit peu, si tu veux, entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Alors ensuite, on a le diabète de type 3 qui a été révélé par certains auteurs, qui n'est pas encore complètement accepté par les associations de diabète internationales, mais qui quand même... De plus en plus. Ouais, de plus en plus, qui est caractérisé par une résistance à l'insuline au niveau du cerveau. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est encore un domaine de recherche fascinant dans les maladies neurodégénératives, de se rendre compte que les maladies neurodégénératives, dont Alzheimer, pourraient, entre autres facteurs, parce que tout est toujours multifactoriel, trouver une de ces sources dans une résistance à l'insuline et dans une hyperglycémie prolongée, chronique au fil du temps. C'est hyper intéressant. Et donc, même si on n'est pas sûr de tout ça, on n'a pas encore toutes les preuves, les évidences scientifiques et tout ça, on peut commencer dès le plus jeune âge à réduire notre consommation de sucre et essayer de prévenir le diabète si on veut essayer par là même de prévenir les maladies neurodégénératives en adoptant, par exemple, une alimentation anti-inflammatoire, alimentation de style cétogène, comme on va parler dans le prochain dossier, et avoir un style de vie aussi anti-inflammatoire. Donc ça, c'est le diabète de type 3. Il y a aussi un diabète de type 4, figure-toi, qui est un diabète provoqué par la résistance à l'insuline chez des personnes âgées, mais qui ne sont pas en situation de surpoids ou d'obésité. Parce que souvent, très souvent, on associe le diabète de type 2 au surpoids ou à l'obésité, ce qui arrive dans la plupart des cas, mais pas tout le temps. Il y a ce qu'on appelle les skinny fat, c'est des personnes qui sont minces mais qui sont pleines de gras en fait, parce que c'est des personnes sédentaires qui ne font pas de sport. Et on peut être diabétique de type 2 en étant mince, quoi. Il y a plein de femmes ou de personnes qui sont des skinny fat, des personnes qui ont une masse musculaire très faible et qui peuvent développer du diabète tout en ayant une constitution mince. Donc le diabète de type 4, c'est chez les personnes âgées qui sont minces mais qui développent quand même du diabète. Donc, c'est à tenir en compte. Et on parle même du diabète de type 2,5. Après, il y a toutes les gammes possibles. Le diabète de type 2,5, ce serait quelqu'un qui a déjà un diabète de type 2 déclaré et qui commence à avoir des petits troubles neurologiques et qui se dirige gentiment vers une maladie neurodégénérative. Okay. Donc, c'est entre le 2 et le 3. Quoi. Et le 3, d'accord. Ah, oui, voilà. Oui. Donc, il y a plein de nuances. Mais oui. Le diabète de type 4, ma prof de nutrition en école de naturo, elle appelait ces personnes-là les chipots. Tu sais, les saucisses qui sont toutes fines. Ouais, qui sont pleines de gras. Pleines de gras, en fait. Et voilà. Et c'est souvent un profil qui est vraiment sous-diagnostiqué parce que comme physiquement, pour X raisons, souvent de nervosité ou le corps élimine. Donc, on fait moins attention à soi et à ce qu'on peut avoir de sous-jacent. Et pour le coup, tu vois, le diabète de type 4, j'ignorais que ça s'appelait diabète de type 4, tu vois. Donc, on pouvait le nommer comme ça. Donc, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que ces profils-là, souvent, il faut être vigilant parce que comme ils sont fins, plutôt fins, sans problème de surpoids, voilà. Mais c'est pour ça que c'est hyper important de calculer ou au moins d'évaluer la composition corporelle et la masse musculaire. Et c'est vrai que je répète tout le temps que on peut pas être en bonne santé si on est sédentaire, si on n'a pas de masse musculaire. Et surtout quand on arrive, comme moi, proche de l'âge de la ménopause et ses joyeusetés, c'est là où il faut augmenter la masse musculaire, stimuler les os, stimuler la musculature. Parce que la musculature, c'est un organe, c'est endocrinien. Il y a certains auteurs qui décrivent la musculature comme un organe endocrinien qui produit des hormones et voilà, qui est hyper important pour la santé. Et c'est important, justement, on va parler de l'exercice physique aussi dans le cadre du diabète, comme un des piliers aussi de la régulation de la glycémie, mais on en parlera un petit peu plus tard. Non, mais c'est intéressant que tu le précises. La graisse produit des hormones, la graisse produit des oestrogènes. Ouais, carrément. Donc, c'est intéressant. Mais tu nous en reparleras ça lors du prochain dossier. Est-ce que tu pouvais nous parler un petit peu plus du diabète de type 1 ? Un peu plus avoir en tête son fonctionnement, comment on le détecte, les causes qu'il peut y avoir, un petit peu tout ça.
D'accord. Alors, on en a déjà pas mal parlé Oui, là. oui. Donc, on a dit que c'est une maladie auto-immune qui produit l'arrêt total de production d'insuline par les cellules bêta du pancréas. Donc, on est obligé de s'administrer de l'insuline tous les jours. Les causes sont, comme on a dit dans le précédent dossier, multifactorielles. Ça peut être des causes génétiques, ça peut être des causes épigénétiques qui sont le mode de vie, l'exposition à des toxiques ou à des toxines, la pollution environnementale, des traumas de différentes sortes, une alimentation déficiente, etc., des infections par des virus, etc. De toute façon, les causes sont multifactorielles et comme on ne peut pas vraiment les déterminer, ben, on va pas trop s'attarder sur les causes, mais il y a une partie génétique et une partie épigénétique. Les symptômes du diabète de type 1, en général, comme ça se déclenche dans l'enfance, et c'est des symptômes assez brutaux. Donc, il y a 3 mots, c'est encore des mots compliqués, que recherchent les médecins, enfin, qui représentent des symptômes que recherchent les médecins pour établir un diagnostic de diabète de type 1. C'est d'abord la polyurie, c'est-à-dire qu'on urine beaucoup, et on boit beaucoup, ça c'est la polydipsie. Et le troisième mot en poly, ça veut dire beaucoup, polyphagie, c'est on a très faim. Donc on boit beaucoup, on urine beaucoup et on a très faim. Et même si on a très faim, on mange beaucoup et on perd du poids. Donc la plupart du temps, c'est des personnes très minces qui maigrissent et pourtant qui mangent, qui ont très très faim et qui boivent beaucoup et qui sont tout le temps en train d'uriner. Donc ça, c'est quand même des symptômes assez visibles. Donc si on est parent, si on trouve notre enfant présenter ces symptômes-là, on file directement chez le médecin. Et aussi, il y a des symptômes de fatigue, de faiblesse, de mareos, comme on dit, de nausées, on peut s'évanouir, et la fatigue et la vision trouble aussi, comme on a dit que le diabète affecte les vaisseaux sanguins, ça peut affecter les vaisseaux de la rétine aussi et des yeux. Donc, si on a toute cette symptomatologie-là, hop, on file chez le pédiatre ou chez le médecin. Et souvent, les enfants sont diagnostiqués par ces symptômes très aigus et qui peuvent être très, très brutaux, quoi. Et d'autres symptômes qui peuvent apparaître dans le courant de la maladie, diabète de type 1, c'est on va osciller souvent entre hyper et hypoglycémie. Donc, en général, quand on est en hypoglycémie, ben voilà, on se sent faible, on a des vertiges, des maux de tête, on a faim, on est nerveux, on a des palpitations, des tremblements, de la transpiration, une sensation de faiblesse. D'où l'importance, mais on va le répéter un petit peu plus loin, d'essayer de maintenir des taux de glycémie stables. Ouais. Ok, bah super, merci pour avoir bien en tête un peu mieux. Quelle action on peut avoir? Alors, tu nous as dit que voilà, c'est génétique et épigénétique, il est plus difficilement réversible, le 1, ouais. Mais malgré tout, quelles actions on peut avoir dessus? Est-ce qu'on peut quand même avoir un petit levier sur le 1? Oui, il y a toujours des leviers dans toutes les maladies auto-immunes, de toute façon, il y a toujours des leviers, ou même dans le cancer ou dans n'importe quelle pathologie. Donc là, pour parler du diagnostic du diabète de type 1, on a une hyperglycémie exactement comme dans le diabète de type 2, mais la différence avec le diagnostic du diabète de type 2, c'est que dans le diagnostic de diabète de type 1, on a des auto-anticorps contre les cellules pancréatiques, qui sont concrètement les anticorps contre le GAD, le IAA et le ICA, ces différentes cellules pancréatiques. Donc, c'est des auto-anticorps qu'on peut faire doser en début de maladie par les médecins. Mais c'est vrai que la symptomatologie initiale du diabète de type 1 est hyper claire en général. Donc, la clinique est forte, oui. La clinique est forte. Voilà. Ensuite, le traitement du diabète de type 1, c'est l'injection d'insuline. Il y a 2 types d'insuline. Il y a une insuline basale qu'on s'injecte, qu'on s'administre 2 fois par jour pour assurer un niveau stable d'insuline pendant les moments où on mange pas, parce qu'on a toujours besoin de fabriquer de l'insuline quand même, parce que le foie produisant
du glucose sous forme de glycogène, qui est des petites briques de glucose qui sont stockées dans le foie pour être diffusées dans l'organisme pendant les moments où on mange pas, parce qu'on a toujours besoin d'énergie pour le cerveau et pour tout l'organisme, même quand on mange pas. Donc, on a besoin, les diabétiques de type 1 ont besoin de s'injecter de l'insuline basale 1 à 2 fois par jour pour assurer qu'il y ait toujours un niveau stable d'insuline, vu qu'ils ne peuvent pas en fabriquer. Donc, 1 à 2 fois par jour l'insuline basale, et ensuite on s'injecte quelques minutes avant chaque repas de l'insuline nutritionnelle qui va permettre à chaque repas de faire rentrer le glucose qui est produit par les aliments glucidiques qu'on va manger, faire rentrer tout ça dans les cellules à travers les récepteurs de l'insuline pour assurer de bien faire rentrer ce glucose dans le torrent sanguin et dans les cellules. Et le souci, c'est que faut être super fort en mathématiques et il faut toujours faire des calculs savants pour savoir combien on a mangé de glucides, quel taux d'insuline on doit s'administrer. Après, il y a les lecteurs continus de glycémie qui sont intéressants pour voir justement à quel taux on est et pour pouvoir mieux gérer avec les pompes à insuline et tout ça, les dosages d'insuline qui correspondent aux doses en fait de glucose qu'on a ingéré dans l'alimentation, plus le glucose que le foie produit de façon endogène. Donc c'est fastidieux parce qu'il faut compter les glucides, il faut faire des conversions avec des unités de glucides, des unités d'insuline et tout ça, c'est compliqué, quoi. C'est en corrélation avec le médecin de toute façon, ça généralement. Oui, toujours. Ouais. Et ça dépend aussi de l'activité physique, de l'âge de la personne, du stress, des habitudes alimentaires, etc. Du coup, ça, c'est pour le diabète de type 1. Est-ce que ce que tu dis là, c'est aussi pour ce diabète de type 2 qui a glissé un peu en insulinodépendance en type 1, le 1,5? Exact. Exact. On appliquerait exactement les mêmes traitements, mais ça, c'est toujours en fonction du médecin. Donc, l'insuline, c'est le traitement de base des personnes insulinodépendantes, comme le nom l'indique. Mais il y a d'autres traitements aussi. Il y a la metformine qui est plus un hypoglucémiant, c'est-à-dire qui va baisser les taux de glycémie. Mais ça, c'est le médecin qui va déterminer le traitement. Il y a d'autres types de traitements aussi. Selon les caractéristiques des patients. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je suis pas médecin, donc chaque patient doit être suivi par son médecin. Mais en tout cas, l'idée, c'est de maintenir toujours une stabilité de la glycémie le plus possible. En corrélation avec le médecin, après peut-être que c'est des questions qui arriveront aussi dans le chat, donc on va pas trop partir ailleurs. Mais est-ce que la berbérine, par exemple, c'est quelque chose que tu vas utiliser? Toi, tu l'utilises. Très bien. Oui, parce que il y a pas mal d'aliments aussi qui peuvent réduire ou réguler la glycémie. Il y a le vinaigre de cidre, il y a la cannelle. Bien sûr. Et voilà. Oui, le chrome aussi a une action là-dessus. Donc oui, c'est très bien. On pourra creuser encore un peu plus, mais c'est intéressant de voir que tu peux utiliser ça toujours en relation avec le médecin, évidemment, parce que si on commence à utiliser ces produits-là comme la berbérine, automatiquement il faut baisser la metformine. Mais voilà, donc c'est en corrélation avec le médecin, mais c'est intéressant que tu utilises aussi. Super. Du coup, prévention. Est-ce que tu voyais des choses à rajouter sur le diabète de type 1 pour qu'après tu puisses nous détailler un petit peu plus le diabète de type 2? En fait, sur le diabète de type 1, juste conclure sur les complications du diabète de type 1. En fait, c'est les mêmes potentiellement que les complications du diabète de type 2, donc micro et macrovasculaire, comme j'ai dit au début. Et la prévention de ces complications, c'est pareil que le diabète de type 2 aussi, c'est maintenir un niveau de glycémie stable, maintenir un poids corporel stable, faire de l'exercice physique et voilà, avoir un hygiène de vie sain en général. Mais tu vois, maintenant on va parler du diabète de type 2, mais on va voir qu'il y a des grandes corrélations entre diabète de type 1 et diabète de type 2. C'est pour ça que je vais pas me répéter beaucoup pour le diabète de type 2, qui a des caractéristiques quand même spécifiques, mais on en a dit beaucoup sur le diabète de type 1, et on va retrouver pas mal de caractéristiques dans le diabète de type 2.
Alors, ben, allons-y. Tu sais quoi? Allons-y sur le Allez, diabète type 2. Allez, sans transition. Sans transition, pour bien le différencier. Et puis, voilà, tout ce qui est similaire au diabète de type 1, peut-être nous mettre en avant les différences, du coup, qui te viendraient. Ouais. Donc déjà, comme on a dit, le diabète de type 2, c'est 90 ou 95% des cas, donc c'est beaucoup plus fréquent. On connaît beaucoup plus de diabétiques de type 2 que de diabétiques de type 1. Le diabète de type 1 est auto-immune, donc c'est un peu la loterie, on va dire. J'aime pas trop dire la loterie, mais bon. Par contre, le diabète de type 2, il est parfaitement preventable. On peut parfaitement le prévenir. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle une maladie de civilisation, une maladie qui est étroitement liée au style de vie, au surpoids, au syndrome métabolique, hypertension, surpoids, obésité, mauvaise alimentation, sédentarité, etc. On en a déjà parlé. C'est un diabète qui se développe généralement à l'âge adulte, mais on voit de plus en plus d'enfants de type 2 avec du diabète de type 2, des enfants mal alimentés, avec des fortes doses de sucre, etc. Donc de plus en plus d'enfants avec diabète de type 2. Et ça, c'est une nouveauté dans les, 30 dernières années. Qui est surprenante, mais pas si surprenante que ça quand on voit ce que certaines personnes donnent à manger à leurs enfants. Et souvent, c'est pas de la faute des parents, c'est parce on habite dans des pays, par exemple, en voie de développement, où la bouteille de Coca-Cola est beaucoup moins chère que la bouteille d'eau, et où les fruits frais, les légumes frais sont beaucoup plus chers que des hamburgers. Donc, on va pas jeter la pierre aux parents dans certains cas, dans certains pays. Mais, bon, c'est aux États-Unis aussi, ça. Hein. Et ouais. On peut pas vraiment dire qu'ils sont en développement. Mais... Exact. C'est vrai qu'il y a on appelle ça des déserts alimentaires. C'est-à-dire, il y a des grands quartiers, des grandes zones où on trouve pas un supermarché avec des produits frais, mais on trouve 40 000 McDo, McBurger, je sais pas quoi. Et donc, voilà, c'est pour ça que le diabète, c'est d'accord, c'est des maladies qui sont traitées, qui ont un suivi médical et tout ça, mais c'est beaucoup lié aussi à nos sociétés occidentales, à l'évolution que notre société a pris. Et donc, il y a beaucoup de facteurs aussi de l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire, le fonctionnement du système médical, du système de sécurité sociale, etc. Et donc, toutes ces maladies qui peuvent être freinées ou dont on peut faire de la prévention, souvent ça n'intéresse pas énormément de labo ou d'industrie agroalimentaire et tout ça. Donc ça demande toujours l'action des patients, comme on a parlé dans le dernier dossier, d'être courageux, d'aller un petit peu à l'encontre des pressions et puis d'essayer de gérer ses propres maladies en étant fort, en étant courageux, en appliquant des changements dans notre vie, dans notre alimentation. Mais d'être curieux et de pas forcément prendre au pied de la lettre ce que peuvent dire des autorités, les écouter évidemment, mais voilà, prendre ce pas de recul pour aussi avoir cette curiosité de chercher un peu à côté. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu nous partages là. Voilà, de pas rester forcément dans toutes les normes. Parce que ce qui se passe, Mathilde, tant qu'on est en train de parler de ça, j'enchaîne juste 2 minutes. C'est des maladies qui sont chronicisées en fait par le système de santé actuel, parce que plus une personne a d'hyperglycémie, plus on va lui donner des hypoglycémiants, de la metformine, de l'insuline et tout ça. C'est des médicaments qui coûtent hyper cher, qui pèsent un poids énorme dans le système sanitaire et dans la poche des patients aussi. C'est des médicaments qui peuvent avoir plein d'effets secondaires et qui chronicisent le patient dans une chronicité. Et on dit, du coup, je prends des médicaments contre le cholestérol, des médicaments contre le diabète, des médicaments pour la thyroïde, des médicaments pour l'hypertension. On se retrouve avec un cocktail médicamenteux, avec des interactions, etc. Et un coût énorme pour la société en général. Et les méthodes de prévention, où sont-elles, quoi? Et c'est pour ça qu'on est là, toi et moi, et Dynamica et tous les abonnés, pour en parler, pour parler de la prévention, pour éviter de chroniciser nos maladies qui, dans une large mesure, peuvent être prévenues, peuvent être freinées, peuvent être ralenties. Mais ça demande des connaissances, ça demande une éducation, ça demande
des efforts. Et bon, voilà, on est là pour ça, Mathilde. Je n'ai rien à ajouter. Et ouais, bah c'est une parenthèse, mais bon, qui est nécessaire parce que bon, importante. On se comprend. Ouais. Donc voilà, donc les conséquences du diabète de type 2, on en a parlé avant, micro et macrovasculaire, rétinopathie diabétique, néphropathie diabétique, neuropathie diabétique, et les amputations et tout ce qui s'ensuit. Donc évitons d'arriver au stade limite des complications diabétiques et travaillons surtout sur la prévention. On a parlé aussi de la résistance à l'insuline, mais je vais peut-être en parler un tout petit peu plus en détail. Donc, dans le diabète de type 2, donc on a vu qu'on a ce pancréas qui est un petit organe avec une forme un peu allongée. Il produit, quand tout va bien, de l'insuline, qui est une hormone. Donc, cette hormone se balade dans l'organisme et s'accroche à des récepteurs spécifiques pour l'insuline. C'est comme une clé, en fait, ça ouvre la clé pour faire rentrer le glucose qui se balade dans le sang, pour faire rentrer ce glucose dans les cellules pour produire de l'énergie. Ça, c'est pour des personnes qui basent leur alimentation surtout sur des glucides, comme c'est le cas dans 95% de la population. Quand on a une alimentation qui est trop élevée en glucides, d'accord, ou quand le foie produit trop de glucides, de glucose, on a un effet de résistance à l'insuline, c'est-à-dire plus on a de glucose dans le sang, plus on veut que ce glucose il rentre dans les cellules pour apporter de l'énergie, mais plus on a de glucose, plus on a besoin de produire de l'insuline, et finalement ça bouge, quoi. Ça fait comme une autoroute. Les peuvent être un peu encrassées aussi, elles arrivent plus à bien capter. Voilà. Et du coup, il y a trop d'insuline qui toque à la porte. Et au début, on en laisse passer une ou deux ou trois. Mais à la fin, il y a tellement d'insuline qui toque à la porte, comme une autoroute, il y a tellement de voitures sur la route qu'au bout d'un moment, même si ça frappe à la porte, même si ça essaie de pousser pour rouler, pour rester dans la circulation, il y en a tellement que du coup, le foie dit stop, ou toutes les cellules disent stop, on ne peut plus faire entrer de glucose dans les cellules parce que y en a trop, et du coup le système devient un petit peu fou, et c'est là où il y a la résistance à l'insuline et où le système sature. Donc c'est là où on utilise des médicaments soit qui vont réduire la quantité de glucose en circulation dans le sang, donc faire baisser la glycémie, soit dans les cas où il n'y a pas assez de production d'insuline, on va utiliser des médicaments pour produire plus d'insuline. Voilà. Quand on a trop de glucose dans le sang qui ne peut plus rentrer dans les cellules, qu'est-ce qui se passe avec cette glycémie en circulation dans le sang? Il y a une partie qui va rentrer dans le foie via l'action du glucagon, qui va rentrer dans le foie sous forme de glycogène. Voilà, j'avais oublié le mot tout d'un coup. Et ce glycogène, il est là, stocké dans le foie pour des situations ponctuelles où l'organisme a besoin de glucides quand on ne mange pas, quand on a besoin de faire un effort physique important. Mais quand il y en a trop, que les stocks de glycogène dans le foie ils sont dépassés, et ben on a toujours plein de petites molécules de glucose qui circulent dans le sang. Et elles sont transformées du coup en triglycérides, qui sont des graisses, des mauvaises graisses. Sur notre profil lipidique, on doit toujours avoir des niveaux de triglycérides le plus faible possible, parce que c'est des graisses qui sont toxiques et qui sont hyper difficiles à mobiliser après pour les déstocker. Du coup, plus on a une hyperglycémie, plus c'est difficile de faire baisser cette glycémie, plus on a de résistance à l'insuline et plus on accumule de la graisse. Et c'est pour ça que les personnes en diabète de type 2 sont souvent en obésité ou en surpoids. Et le problème, c'est que on a beaucoup d'énergie parce qu'on a beaucoup de graisse, parce que la graisse, c'est de l'énergie, mais on ne sait pas l'utiliser parce qu'on n'arrive pas à faire entrer cette énergie justement dans les cellules à cause de la résistance à l'insuline. Donc en fait, on grossit.
on mange normalement, mais comme on n'arrive pas à métaboliser tous ces nutriments, on grossit. On va voir notre médecin et il nous dit mais vous grossissez, c'est de votre faute, mangez moins, faites plus d'exercice. C'est la théorie de calories in, calories out, ou la balance, comment on appelle ça, balance métabolique ou maintenant je sais. Métabolique. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Et donc on va demander aux patients diabétiques de type 2 de moins manger et de faire plus d'exercice. Mais ça marche pas forcément, puisque on a un blocage et tant qu'on aura cette résistance à l'insuline, on aura beau moins manger, on n'arrivera pas à déstocker les graisses et du coup on va nous dire t'as pas assez de volonté parce que je suis sûre que tu triches, je suis sûre que tu dis que tu manges pas beaucoup, mais en fait tu dois vider tes placards pendant la nuit ou je sais pas quoi, parce que c'est pas possible, parce que normalement si tu manges moins, si tu fais plus d'exercice, tu vas perdre du poids, forcément. C'est une règle, c'est une équation mathématique, mais c'est pas si simple que ça. C'est pour ça que il y a des théories qui disent, ces théories classiques disaient 1 calorie égale 1 calorie, mais on peut pas dire qu'une calorie est égale à 1 calorie. Et c'est un peu le principe de Weight Watchers, ce programme de régime. On peut pas mettre dans la même balance 100 grammes de brocoli et 100 grammes de biscuits parce que ça n'apporte pas du tout les mêmes calories. Donc, je suis en train d'aller un petit peu me dévier un petit peu. C'est bien que tu réexpliques que ça a vraiment un impact qui va très loin et que cette perte de poids, parfois la prise de poids, elle n'est pas liée à ce qu'on mange, mais elle est liée à une fonction endocrine qui fonctionne moins bien et qui a été impactée. Et donc, c'est ce que tu mets en avant, avec ce taux de sucre qui est mal régulé et ces récepteurs qui dysfonctionnent et qui font que, le corps, le niveau métabolique du corps baisse. Il n'y a plus les réactions qui sont naturellement, quoi. Du coup, on est fatigué. Du coup, on essaie de pas trop manger, mais on grossit quand même. Et du coup, mais bon, ça fait plus de 60 ans que ça se passe, et on continue à prescrire des régimes faibles en calories, faibles en gras, élevés en glucides. Mais bon, on en parlera dans le prochain dossier pour changer un petit peu ce protocole alimentaire. Qui joue sur le protocole, tu nous parleras, qui joue sur les diabètes et qui joue sur plein de choses, parce que vous voyez que la perte de poids peut être liée. Tout à l'heure, tu nous parlais des maladies neurodégénératives. Donc, le prochain dossier sera corrélé à celui-ci, mais pas que. Et donc, il sera très large et extrêmement intéressant. Tu nous en reparleras. On espère. Du coup, pour voir par rapport à ces donc là, ce dysfonctionnement endocrinien, du coup, avec ces récepteurs à insuline qui fonctionnent moins bien, comment est-ce qu'on peut savoir si on peut être sujet à ça, si la perte de poids peut venir de là? Comment est-ce qu'on peut diagnostiquer le diabète de type 2? Alors, le diagnostic de diabète de type 2, comme j'ai dit avant, il est assez similaire à celui du diabète de type 1 en mesurant la glycémie basale, donc c'est la glycémie à jeun. Et donc, si ce taux de glycémie à jeun est supérieur à 126 mg par décilitre, là, on est dans un diagnostic officiel de diabète. Ça c'est selon toutes les organisations internationales de diabète. Ou alors, on peut mesurer aussi le taux de hémoglobine glyquée, qui est exprimé en pourcentage. Et c'est plus intéressant à la limite parce que ça nous montre la moyenne, si tu veux, de glycémie sur 3 mois. Donc, c'est une mesure quand même à plus long terme. Donc, si ce pourcentage est supérieur à 6,5, c'est ça, 6,5, là, on est diagnostiqué diabète aussi. Après, il y a les diagnostics de prédiabète qui sont juste en dessous de ces pourcentages-là. Mais c'est toujours... nous les donner, c'est intéressant parce que du coup, la glycémie, on en parlait un petit peu en off quand on discutait avant. C'est vrai que les médecins vont naturellement prescrire la glycémie, sauf que la glycémie, elle est liée tout de suite
au repas de la veille. Donc, si on a mangé tard, si on a eu un repas un peu plus sucré que d'habitude, elle peut monter et elle n'est pas représentative. Et en discutant, tu me disais, oui, c'est comme quand pour la thyroïde, on ne teste que la TSH. Ça n'a pas, et j'ai trouvé ta comparaison magnifique parce que c'est exactement ça, en fait. C'est pas révélateur. Alors que l'hémoglobine glyquée, elle, qui remonte sur cette protéine et qui remonte sur les 3-4 mois, elle est super. Je veux bien que tu partages les niveaux, les taux pour que nos auditeurs, nos abonnés aient une idée et qu'ils sachent s'ils font cette hémoglobine glyquée, à quel moment les normes, il y a les normes labo, encore une fois, et les normes santé, et toi, ce que tu conseilles par rapport à cette hémoglobine glyquée? Les taux officiels de diagnostic du prédiabète sont pour une hémoglobine glyquée entre 5,7 à 6,4%. Mais on recommande toujours de rester au maximum à 5,2, 5,4 pour avoir un taux sain, quoi. Et c'est pareil pour la glycémie basale, rester toujours sous la barre des 100, quoi. Oui. Ben, voilà, 100, voilà. 0,95, 100, je suis, oui, carrément. Oui. Donc, c'est vrai qu'à 5,7, 5,8, voilà, dès qu'on est dans ces eaux-là, il faut vraiment, voilà, mettre une action en place pour, voilà, faire baisser. Mais après, c'est toujours assez, comment dire, subjectif, ces taux-là, parce que, c'est des taux très, très laxistes, on va dire. Et voilà, c'est des taux qui sont indicatifs, c'est des taux maximum, mais quand on est déjà en prédiabète, on va pas dire que c'est trop tard. Si on prend des actions, c'est pas trop tard, mais c'est des taux très, très laxistes, et c'est vrai que il vaut mieux toujours viser des taux bien inférieurs à ça, parce que et surtout maintenir pour toute la vie des fluctuations minimum de glycémie, et maintenir une sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire une bonne réponse des récepteurs insuliniques et un bon transport du glucose dans les cellules sanguines. Ça c'est la sensibilité à l'insuline par opposition à la résistance à l'insuline, qui se mesure par un marqueur qui s'appelle le HOMA, qu'on dose pas suffisamment. On en parlait aussi avant l'enregistrement. Mais c'est important de se faire tester le HOMA, qui est le degré de résistance à l'insuline. Il y a d'autres tests de diagnostic aussi qui sont, par exemple, comme le test dont on a parlé pour le diabète gestationnel, qui est un test de provocation de diabète, où on nous fait boire un verre énorme de jus hyper sucré. Mais il vaut mieux éviter, parce que ça fait un shoot, un pic de glycémie qui est pas hyper cool à recevoir. On peut parler maintenant des facteurs de risque, si tu veux. Avec plaisir, avec plaisir. Quels sont-ils? Alors, les facteurs de risque du diabète de type 2, on en a quand même un petit peu parlé. Il y a certains facteurs qui sont non modifiables, qui sont par exemple génétiques, liés à l'âge, liés au sexe, liés à certaines origines ethniques, au diabète gestationnel, au poids à la naissance et aux antécédents familiaux, donc tout le côté génétique. Mais comme toujours, ce qui nous intéresse, c'est les facteurs modifiables, donc les facteurs épigénétiques, ce sur quoi on peut travailler. Donc on remonte ses manches et puis on commence à bosser, quoi. Et j'aime l'image. Ouais, mais c'est ça, hein, c'est la vie, hein, on peut pas tout avoir tout cru, il faut bosser un peu pour avoir des résultats. Et donc dans la santé et l'alimentation, c'est comme ça. Donc on peut travailler beaucoup sur la régulation de la glycémie, la sensibilité à l'insuline, l'alimentation, l'hygiène de vie, le sommeil, l'exercice physique, hyper important. On a un petit chapitre sur l'exercice physique qui va venir là bientôt. On aurait pu en faire des pages et des pages, mais bon, on va réduire ça. Mais l'exercice physique, c'est hyper important pour la régulation de la glycémie. La consommation de tabac aussi, c'est un facteur de risque. La sédentarité, donc on vient d'en parler. Le stress, l'inflammation, etc. D'accord, ça c'était par rapport aux facteurs de risque. Si on ne fait pas suffisamment
ce que tu viens de nous partager. Voilà, on tend à déclencher voilà une insulino-résistance avec tous les effets que tu nous dis là. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu maintenant des traitements, de l'action? Alors, tu nous en as parlé un petit peu, mais quelles actions on pourrait avoir sur ce diabète? Alors, tu l'as déjà un petit peu abordé, mais voilà, est-ce que tu pourrais nous remettre un petit peu les clés des actions à mener sur ce diabète-là? Donc, le traitement est aussi un peu ça va diabète type 2 et diabète type 3 là. Ouais. Mais même le diabète de type 1 aussi. Donc, le principal, c'est réguler la glycémie et restaurer une sensibilité correcte à l'insuline. Ça passe par une alimentation plus saine. On reparlera de l'alimentation dans le diabète dans le prochain dossier, mais c'est hyper important d'adopter des régimes alimentaires qui soient pas trop chargés en glucides, parce qu'évidemment, le diabète est lié en premier lieu par une augmentation de la glycémie. Donc, si on passe notre journée à manger des glucides, forcément, on aura une glycémie élevée et on aura justement plus besoin de recourir à des médicaments hypoglycémiants ou de l'insuline. Il y a un autre type de médicament qui s'appelle les sulfonylurées. C'est difficile à prononcer, qui stimule la sécrétion de l'insuline si on a le cas de personnes qui produisent pas beaucoup d'insuline. Mais on va essayer d'abord d'agir par des méthodes naturelles d'alimentation et d'exercice physique qui va lutter contre l'inflammation et réguler la glycémie de façon naturelle et stimuler la production d'insuline. Par rapport à l'alimentation, alors on va vraiment consacrer tout un dossier complet qui sera complémentaire à ce qu'on dit là. Mais est-ce que tu aurais déjà des pistes? Par exemple, tu parlais des glucides à l'instant. Alors c'est vrai que du glucide, on va se dire, ok, le sucre, je diminue les desserts, mais il se cache bien ailleurs. Même si on se dit, j'ai une alimentation sans produits transformés, j'ai une alimentation plutôt saine, mais voilà, il se cache parfois dans le pain, dans les céréales. Oui, mais les gens, ils ont bonne conscience en disant oui, mais c'est des sucres complexes, c'est des sucres lents, mais on s'en fout, c'est des sucres quand même. Tout se transforme quand même en glucose dans le sang, même si c'est lent ou rapide. Évidemment, c'est moins pire de manger du pain complet plutôt que de boire un Coca-Cola. Les glucides sont des glucides finalement qui a un petit peu plus de fibres et donc ça ralentit l'absorption des glucides et tout ça. Ça donne un shoot un peu moins important de glycémie. Mais c'est quand même des glucides. Et je voulais te dire que par rapport à ce que j'ai pu étudier, par rapport aux recommandations internationales alimentaires pour la gestion du diabète, on recommande une alimentation sur la base du régime méditerranéen qui est très bon à la base, mais la plupart des gens ne le font pas bien. Ou sur l'assiette de Harvard, je ne sais pas si tu la connais, c'est un modèle d'assiette en fait où on voit bien la répartition des aliments selon l'assiette. Tu vois bien. Donc il y a une partie céréales, une partie légumes, une partie protéines, une partie produits laitiers avec le petit verre d'eau à côté. Donc voilà, c'est un plat, c'est une assiette qui est très équilibrée. Mais quand on a une maladie d'intolérance au glucose, on peut peut-être se poser des questions. Est-ce qu'il est vraiment judicieux de consommer un régime alimentaire qui soit à 55% ou 60% basé sur des glucides, donc qui est la source principale d'énergie? On dit toujours on a besoin de glucose pour l'énergie et tout ça. Ça, c'est sûr. Mais on a d'autres modèles alimentaires qu'on étudiera dans la prochaine vidéo qui sont basés sur la consommation plus élevée en graisse pour changer notre métabolisme et adopter un régime cétogène. On en parlera plus tard. En tout cas, les traitements, les conseils nutritionnels de première intention officiels pour les personnes atteintes de diabète, que ce soit de type 1 ou de type 2, parce qu'on ne fait pas vraiment de différence, c'est en fait, on dit aux personnes adopter un régime alimentaire qui soit à 55%, 60% basé sur des glucides. Donc, on a toute la base de la pyramide alimentaire qui sont les aliments à base de farine, pain, comment ça s'appelle, pâtes, riz, céréales et tout ça.
Ensuite, on a les légumes. Ensuite, on a les graisses. On a les produits laitiers, les viandes, protéines animales, végétales. Et tout en haut de la pyramide, mais qui sont comme dans la pyramide, on a les produits sucrés, les petits desserts et tout ça qui vont bien. Et en fait, mais ça dépend aussi de toute l'évolution de l'industrie alimentaire depuis les années 50, qu'on commence à bien connaître, et puis les études de Ansel Keys et tout ça, comme quoi le régime idéal est un régime élevé en glucides, faible en graisse. On a parlé du French paradox. On se demandait pourquoi les Français qui ont tendance à manger beaucoup de graisses saturées comme du beurre, des fromages bien gras, etc. Et pourquoi ils ont un taux de maladie cardiovasculaire très faible par rapport aux autres personnes qui font un régime très faible en graisses saturées, qui ont plus de taux de maladie cardiovasculaire. Donc c'était le French paradox, qui n'est pas un paradoxe en fait, parce que justement on a appris au fil des années que la consommation de graisse et même de graisse saturée, attention le scoop, mais ne provoque pas une augmentation des maladies cardiovasculaires qui sont plus augmentées justement par une hyperglycémie, une résistance à l'insuline qui est chronique, qui est prolongée dans le temps. Donc toutes ces recommandations type régime méditerranéen, je ne jette pas du tout la pierre au régime méditerranéen parce qu'il est associé à énormément de recherches scientifiques qui sont complètement fondées et qui ont de très bons résultats. Oui, mais oui. Une autre histoire, c'est de bien appliquer le régime méditerranéen, parce que entre le régime occidental standard et le vrai régime méditerranéen, il y a pas mal de différences, quoi. Oui, oui. Non, mais c'est bien l'appliquer, et c'est aussi suivant son cas, en fait, sa pathologie. Et c'est vrai que tout ce qui est lié au diabète, il y a vraiment un regard minutieux à poser sur le sucre et donc sur les céréales, parce que voilà, le sucre, quand on suit un régime méditerranéen, on a cette alerte sur le sucre sur les desserts, mais sur les céréales, c'est vrai que les céréales sont assez présentes dans le régime méditerranéen. Ouais. Les céréales, les légumineuses, le maïs, voilà, le riz. Donc sans pathologie particulière, il est très bien. Mais voilà, sur des cas de diabète, par exemple, voilà, c'est vrai qu'il est intéressant. Et cette histoire de French paradox, il y a plein d'études là-dessus, et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Alors moi qui suis du Sud-Ouest, je fais un petit coucou au département voisin, qui est originaire des Landes. Département voisin, le Gers, qui est voilà connu pour toute sa gastronomie liée au canard de manière générale. Il n'y a pas du tout de surmortalité liée aux problèmes cardiovasculaires dans le Gers. Et parce que dans le French Paradox, il y avait, je crois, des études encore plus poussées qui avaient été faites sur ce département, voilà, qui est réputé pour cuisiner le canard de manière générale. Et voilà, donc ça rejoint ce que tu disais par rapport à ces régimes, je ne sais pas si on peut dire régime, mais à ces manières de consommer avec ces graisses-là. Et de toute façon, on peut se poser la question, Mathilde, toutes ces recommandations officielles, elles sont bien mises en place depuis les années 50 et tout ça. Et les gens, en général, les patients, ils suivent ces règles à la lettre, quoi. Régime hypocalorique, donc on va manger moins, on va bouger plus, manger moins, bouger plus, nana. On va manger des régimes très faibles en calories, très faibles en gras, plein de produits light, plein de glucides. Manger des légumes et des fruits, c'est excellent, mais attention, quoi. Si on mange 5 fruits par jour, ça fait forcément augmenter la glycémie. Si on mange beaucoup de pommes de terre, beaucoup de patates douces, ça fait forcément augmenter la glycémie. Il faut plutôt privilégier des légumes verts et des aliments à faible charge glycémique, comme on a parlé dans le dossier précédent. Et on devrait se dire, si les recommandations officielles sont tellement claires et si les gens en général qui sont pas stupides, ils suivent ces recommandations alimentaires plus les conseils de leur médecin, pourquoi à ce moment-là tu expliques cette épidémie de cette explosion de cas de diabète, de syndrome métabolique, et pourquoi les gens sont de plus en plus sous metformine, sous insuline, sous plein de nouveaux médicaments qui coupent la faim,
Et pourquoi? C'est un énorme point d'interrogation auquel on va essayer de répondre dans le prochain dossier. Mais si on a un esprit logique, on peut se demander, mais est-ce que c'est vraiment un manque de volonté de la part de gens, ou est-ce que simplement ces régimes hypocaloriques, ils induisent un ralentissement du métabolisme basal qui fait que les gens, du coup, ils mangent moins, mais du coup, ils ont moins d'énergie, ils sont plus en préservation de leur énergie, et le système, l'organisme, il s'adapte, quoi. Si on lui donne moins à manger, ben, il va dépenser moins d'énergie, du coup, il va conserver les calories, et il va pas dépenser la graisse, donc on va pas maigrir. C'est tout un cercle vicieux qu'il faudra essayer de démonter dans le prochain dossier. Ouais, tu reviendras nous parler de tout ça. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces clés. Donc voilà, dans les leviers, tu nous parles de l'alimentation et tu nous parlais juste avant des exercices physiques. Donc voilà, lutter contre la sédentarité. Ouais. Ce que tu nous dis. C'est important. Juste 2 petits mots sur l'exercice physique, mais il y a plein d'études scientifiques. On pourra même, ce serait hyper intéressant de faire un dossier exclusivement sur le rôle de l'activité physique pour la prévention des maladies métaboliques ou même des maladies auto-immunes. C'est un régulateur hyper puissant de la glycémie, contre l'inflammation, contre l'oxydation, pour la régénération cellulaire, et toujours exercice physique, bien sûr, adapté à chaque personne, adapté en intensité, l'exercice aérobique, l'exercice de force, de résistance, etc., pour augmenter la sensibilité à l'insuline. L'alimentation et l'exercice physique, c'est vraiment 2 piliers fondamentaux, comme toujours, pour une bonne santé, et notamment dans le cas des diabètes. Voilà. Formidable. On a ces leviers-là bien en tête et ces axes, en tout cas, en se retroussant les manches. J'ai bien aimé ton image, parce que voilà, faut y aller, et en même temps, plus on fait, entre guillemets, des efforts, mais qui, lorsqu'on a du sens derrière, ne sont pas coûteux, ces efforts. Parce que là, tu nous as bien expliqué le fonctionnement du corps, tout le système endocrinien lié, voilà, entre cette coordination entre le pancréas et le foie et toutes ces hormones en circulation qui agissent en orchestre, en orchestre philharmonique, toutes. Et donc, en fait, quand on comprend le sens, c'est toujours pareil, on le répète, on l'a répété 1000 fois sur Dynamica, mais parce que voilà, c'est important, et je sais que nos abonnés en sont convaincus. Quand on comprend le sens, ce n'est plus coûteux pour l'organisme, en fait. Ce n'est plus coûteux de mettre les choses en place. Et dès qu'on met des choses en se retroussant les manches, j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus durable que de prendre un médicament ou de prendre quelque chose où parfois c'est nécessaire de prendre un médicament, mais l'action, elle va être immédiate, mais parfois sur du court terme, et parfois il faut allonger les doses ou reprendre un second comprimé, voilà, qui va compléter peut-être des effets secondaires du premier. Alors voilà, en agissant plus en profondeur avec toutes les clés que tu nous as partagées aujourd'hui, on ancre plus la méthode et ça va beaucoup plus loin. Donc, et surtout, Mathilde, on se sent plus fort, on se sent plus libre, on se sent moins dépendant, et c'est beaucoup plus satisfaisant, quoi, simplement. Écoute, on va terminer là-dessus. C'est parfait, beaucoup plus satisfaisant, complètement. Merci infiniment, Alice, pour tous ces partages de connaissances et de tips que tu nous as partagés aujourd'hui. C'était formidable. On se retrouve dans quelques jours pour le webinaire de questions-réponses. Tu pourras préparer vos questions. Voilà, préparer vos questions, exactement. Merci beaucoup, Alice. Merci à toi, Mathilde. Bon visionnage à tous, et puis à très bientôt. Et merci encore. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci.